troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Gemal Taleb et Malik Kacher. Ethiopian Airlines poursuit son développement. La compagnie aérienne envisage d'acquérir 10 Airbus supplémentaires. La plus grande entreprise de transport aérien en Afrique vient également d'être distinguée comme la compagnie aérienne de l'année 2015. Ibrahima Djoumaba et Oumou Kalsoumba. La compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines va lancer une nouvelle commande de 10 avions de type Airbus A350-900 au cours des 2 prochaines années. Les autorités avaient, il y a quelques mois, lancé une commande de 14 appareils. La compagnie veut répondre à la forte demande des voyageurs en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. Cette réussite est due au fait qu'il y a une bonne gestion, une bonne prospection aussi du marché et aussi une certaine anticipation de la compagnie Ethiopian Airlines, surtout qui s'oriente vers l'Asie, où il y a beaucoup de voyageurs avec le commerce Afrique-Asie. Ethiopian Airlines, qui dessert actuellement 91 destinations internationales, projette de faire passer sa flotte de 77 avions actuellement à 140 en 2025. Les observateurs estiment que les performances de la compagnie s'expliquent par la souplesse de sa gestion. Elle a les moyens de concurrencer les compagnies occidentales et asiatiques avec son expérience et son expertise. On a vu beaucoup de compagnies internationales fermer, même les compagnies européennes. Et Ethiopian dure depuis longtemps, depuis pratiquement les indépendances. Donc c'est une compagnie qui a démontré qu'elle a une certaine stabilité. Elle peut concurrencer ces autres compagnies parce qu'elle a aussi une souplesse dans la gestion et aussi un personnel très compétent. Ethiopian Airlines prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2025. Selon l'Association internationale du transport aérien, la compagnie nationale éthiopienne se positionne au premier rang en Afrique en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. Elle avait annoncé en fin août un bénéfice net record de 175 millions de dollars durant son exercice fiscal 2014-2015. Malik, à quoi tient le succès de cette compagnie aérienne ? Je pense que Alfred a très bien Gracien. Ouais. Alfred est là. Gracien était ailleurs. A très bien dit justement les efforts qui ont été faits par cette compagnie, notamment j'accentuerai plus en termes de formation parce que c'est nécessaire pour permettre à une compagnie de bien fonctionner et d'avoir aussi flairé les marchés. Notamment les marchés émergents, notamment le marché asiatique. L'Afrique est en demande de ce nouveau partenariat avec l'Asie et il faut de plus en plus relier les capitales africaines aux capitales asiatiques, ce qui manque, ce qui fait défaut. C'est très rare de voir des capitales africaines reliées à des capitales asiatiques et pourtant il y a dans ce domaine-là beaucoup à faire. Vous avez des grandes compagnies qui tentent de le faire, qui tentent d'aller sur ce marché-là, mais l'Ethiopian Airlines a déjà investi depuis longtemps ce marché. Et vous avez aussi un effort considérable qui a été fait dans le renouvellement de sa flotte. C'est très important, les capacités en termes de passagers, pour pouvoir justement être capable de faire face aux flux, notamment aux flux concernant les voyages d'affaires, mais aussi les flux concernant le tourisme, parce que vous avez aussi des flux qui sont comme ça très importants sur des périodes très courtes. Ce n'est pas les mêmes qu'en Europe, mais vous avez dans le secteur aérien justement ce défi à faire face aux flux de passagers qui peuvent être très importants à une période courte. Et Ethiopian Airlines y arrive très bien. Donc je pense que c'est les raisons qui expliquent cet essor de cette compagnie et j'espère que ça sera un modèle pour les autres compagnies. C'est une compagnie étatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres compagnies étatiques aussi qui devraient s'inspirer de ce modèle-là. Gemal, elle a les capacités de concurrencer les compagnies occidentales. Elle le fait déjà. Elle le fait déjà pas mal. L'Éthiopie nous a démontré qu'on peut être un pays pas pétrolier et avec la croissance, l'une des plus importantes sur le continent africain, en tout cas la meilleure gouvernance et la meilleure gestion. Elle nous a démontré aussi donc l'Éthiopie, qu'ils sont capables d'avoir la compagnie aérienne la plus performante, alors qu'ils ne sont pas forcément les pays les plus pétroliers, les plus gâtés, en tout cas par les ressources naturelles. Cela devrait, de mon point de vue, être un enseignement à méditer par tous les autres. Plus sérieusement, non, je crois que l'Ethiopian Airlines bénéficie d'un hub important. Elle bénéficie donc d'un positionnement géographique important, mais elle bénéficie surtout d'une gestion importante. Et donc, les choix
les choix en matière de marketing, en matière de positionnement, en matière de hub, en matière de marché, de priorité du marché sont bons. Et puis, la qualité du service, le professionnalisme du personnel sont, de mon point de vue, les gages du succès de cette compagnie. Si on pouvait demain, sur le continent africain, parce que n'essayez pas de vous déplacer dans l'Éthiopie sur le continent africain, c'est un scandale. Aller de Malabo à Addis Abeba, aller de Malabo à N'Djamena, et vous allez voir la difficulté qu'il y a à se déplacer à l'intérieur du continent africain. Si demain on pouvait avoir une compagnie à l'image d'Ethiopian Airlines qui fonctionnait très bien, on a Sky, tout le monde le dira, mais enfin la CEDEAO avait promis à Sky ce qu'elle n'a jamais fait, et donc nous avons une difficulté structurelle à nous organiser. Enfin, heureusement qu'il y a encore des exemples comme Ethiopian Airlines pour nous faire croire à l'avenir et nous maintenir un espoir dont on a bien besoin. Merci. Dans l'actualité également, la SIPH, la Société ivoirienne de plantation d'EVA, renoue avec la croissance, et ce malgré un contexte de maintien à la baisse des cours internationaux du caoutchouc. Au troisième trimestre 2015, l'entreprise a enregistré un relèvement de son chiffre d'affaires de 12%. Oumou Kassouma. Après une première baisse du prix du kilogramme de latex à 273 francs CFA en janvier, les cours du caoutchouc connaissent un nouveau déclin. Le prix du caoutchouc naturel est passé au début du mois d'août de 326 à 303 francs le kilogramme. Malgré ces conditions, la société ivoirienne de plantation d'EVA a enregistré un chiffre d'affaires de 58,1 millions d'euros au troisième trimestre 2015. La relance de ce secteur est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Le caoutchouc peut effectivement contribuer à la dynamique de croissance que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui. Et le gouvernement ivoirien prévoit en effet de faire contribuer l'ensemble des secteurs productifs. La société ivoirienne de plantation d'EVA mise sur une hausse de sa production du caoutchouc naturel pour contrecarrer la période de crise que traverse ce secteur. L'entreprise annonce une production de 190 000 tonnes à la fin de l'année 2015, un objectif réalisable, mais qui n'est pas sans risque. L'augmentation de la production peut être une bonne chose si effectivement cela permet d'écouler les produits qui sont issus de cette stratégie de l'entreprise. Maintenant, tout est également à prendre avec précaution, puisque produire plus et inonder le marché, en tout cas le marché traditionnel du caoutchouc en Côte d'Ivoire avec les acquéreurs qui sont connus jusqu'ici, peut être une stratégie à risque. La société ivoirienne de plantation d'EVA exploite 58 000 hectares d'EVA matures répartis sur 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Libéria. Selon les prévisions, les cours du caoutchouc devraient rester instables jusqu'en fin 2016. Alfred, comment expliquer que la baisse des cours mondiaux n'ait pas impacté les performances ivoiriennes ? Disons, Fanny, que dans un premier temps, effectivement, il y avait un impact, sauf que la direction, justement, de la société ivoirienne de production de caoutchouc a dû investir massivement dans les équipements et puis dans la replantation pour soutenir, justement, sa production et améliorer la qualité. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que avec aujourd'hui la baisse du coût du pétrole et le ratio entre le dollar et l'euro, ça permet justement des gains de croissance et de productivité à cette entreprise, ce qui fait effectivement que aujourd'hui il y a une légère augmentation parce que justement à l'exportation, plus de quantité de produits, mais avec des coûts moindres, justement, ça permet de contrebalancer la production et les exportations. Donc, ça fait que la société ivoirienne de production caoutchoutière, n'est-ce pas, aujourd'hui tire son épingle du jeu. Mais à la longue, je pense que la stratégie qui est adoptée pour augmenter justement la productivité n'est pas si mauvaise que ça, si entre-temps aussi, toujours dans cette politique d'amélioration à des conditions de production, la Côte d'Ivoire pouvait miser sur la transformation sur place, puisqu'au fond, aujourd'hui, on vise toujours à l'exportation.
mais on peut créer des industries de transformation justement de ce caoutchouc sur place. Pour aller, mais oui, il y a plusieurs secteurs justement qui ont besoin de ce caoutchouc naturel plutôt que synthétique, parce qu'on avait cru à un certain moment qu'il suffisait de se substituer à l'EVA, le caoutchouc synthétique, pour augmenter la qualité et la productivité, mais en réalité on s'aperçoit effectivement que rien ne remplace le naturel, en l'occurrence. Malik, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc, mais loin derrière les géants asiatiques. Est-ce que c'est une filière intéressante à développer pour la Côte d'Ivoire ? Bien sûr, c'est une filière intéressante, mais il faut justement, et là je vais répéter les propos d'Alfred, si on ne met pas en place des outils pour la transformation du caoutchouc, ça ne sert à rien. Il faut développer toute cette filière. Ça ne sert à rien à chaque fois, dans bon nombre de domaines d'ailleurs, d'exporter le produit brut. Le problème qui concerne le caoutchouc, mais qui concerne aussi d'autres matières premières, c'est le prix volatile. C'est difficile, ça dépend de facteurs externes, ça dépend aussi de la croissance économique de certains pays, parce que vous avez des États qui, dès qu'ils sont en récession ou dès qu'ils ont des problèmes justement sur le plan d'économie, importent moins de caoutchouc, même si c'est un élément vital, par exemple dans l'industrie automobile et dans d'autres secteurs. C'est ça le problème. Donc augmenter justement, avoir cette réponse en augmentant la production, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que sur le long terme, est-ce que ça sera quelque chose de pertinent si on a toujours au niveau mondial un contexte économique qui est toujours autant incertain, d'où la nécessité, je pense, de développer toute cette industrie de transformation et aussi de miser prochainement sur ces pays africains, ces économies africaines qui vont se développer davantage et qui vont, de fait, s'industrialiser, qui auront besoin justement du caoutchouc. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Dans le classement 2015 des 50 meilleurs centres de recherche africains, l'Afrique du Sud reste à la première place avec 17 centres sur 50. Le Kenya et l'Algérie se distinguent également par le dynamisme de leur politique de recherche. À noter en revanche l'absence du Nigeria, première économie du continent. Gémal, est-ce que ce résultat est logique selon vous que l'Afrique du Sud reste à la première place de ce classement ? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s'il est logique. Il ne me surprend pas du tout que l'Afrique du Sud le soit parce qu'elle a hérité d'une infrastructure de recherche assez importante, traditionnellement importante et historiquement développée. Et donc, ça ne me surprend pas. Pour être très sincère, ça me surprend un peu pour l'Algérie. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pour être très sincère. Après, la question, c'est toujours le mode de calcul pour le classement. Et donc, comme je ne connais pas celui-là, il m'est difficile de me prononcer sur lui. Je suis assez mesuré sur le classement, par exemple, de Shanghai, parce qu'il prend en compte des considérations. Évidemment, en France, on adore absolument mettre ça en cause parce qu'il ne les met pas en avant. Mais je pense qu'il y a des raisons objectives. J'ai toujours du mal aussi sur le classement PISA, parce qu'encore une fois, il prend des éléments pas en cause. Celui-là, je ne sais pas très sincèrement comment il s'est fait. Je suis étonné, mais sincèrement, que des pays comme l'Éthiopie, le Botswana n'y soit pas. Je suis moins surpris, très sincèrement, que le Nigeria n'y soit pas. Le Nigeria n'a pas la réputation d'être le grand pays de la recherche universelle. Mais ce sont des choses qui vont venir. La chose, pour moi, importante et positive, c'est qu'on commence à prendre en compte des considérations fondamentale sur le continent africain, c'est que si on ne développe pas la recherche, on ne se développera pas. Et tant qu'on n'aura pas compris, et il est temps de le faire, et je pense que ça commence, c'est que l'investissement dans la ressource humaine est la chose et la garantie la plus évidente pour tout le projet de développement. Un mot tout juste de nos industries, de nos économies les plus performantes, ce sont celles qui ont le moins de matières premières. Il faut toujours se souvenir de ça. Le Botswana, le Kenya, le Rwanda, ce sont des pays qui n'ont pas de matières premières. Ce sont les économies africaines les plus performantes. Ce sont celles qui sont le moins touchées par la crise économique. Et donc, tant qu'on n'aura pas encore une fois mis en place ces mécanismes-là, le développement ne sera pas pour demain. Mais enfin, ça vient, le continent africain, c'est 900 millions d'habitants, 400 millions de classe moyenne. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacré aux enjeux de l'eau. Alfred, merci d'avoir été là. Merci Fanny, très heureux de vous avoir retrouvé en ces débuts de semaine sur ce plateau. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Gémal, merci également. Merci Fanny et pardon aux téléspectateurs pour mon retard. Et Malik, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, un plaisir d'avoir été parmi vous comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.